Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes une centaine connectés, donc on va pouvoir commencer ce webinaire. Ce webinaire pour lequel je vous souhaite la bienvenue, qui est un webinaire que nous organisons maintenant depuis presque une décennie avec le GRESB, afin de présenter annuellement les résultats des répondants français au questionnaire du GRESB. Aujourd'hui, c'est le marché de l'investissement, mais pas seulement, c'est aussi le marché de la construction qui est regardé au travers de ce questionnaire, puisque comme vous le savez, depuis 2020, un nouveau module a été intégré. Ce webinaire vous est organisé par le GRESB. Et ici présent, vous avez Aurélien Reynaud qui fait partie de l'équipe, de Charles Van Til, que vous aviez plutôt l'habitude de voir les années précédentes, et l'OID. Donc, je suis moi-même directeur général de l'association OID. Je suis en présence de Sakina Penpoint, experte climat et responsable de tous les projets liés à l'adaptation au changement climatique pour l'association. Rapidement, un petit mot sur l'OID et sur un peu le contexte de cette conférence, le temps que les participants se connectent. Donc, l'OID, pour ceux qui nous connaissent, nous sommes une association à but non lucratif qui a fêté ses 10 ans il y a à peine un mois et demi. Aujourd'hui, on compte plus d'une centaine d'adhérents, dont pour l'essentiel les leaders de l'industrie immobilière française, et aussi de plus en plus des acteurs européens, parce que comme vous le savez, nous progressons petit à petit dans l'analyse pays par pays des pratiques ESG sur le territoire européen. Et ceci, en fait, s'inscrit dans une démarche plus générale d'un programme qui s'intitule ESREI. Voilà. Notre objet au niveau de l'association, c'est bien d'accélérer la transition écologique, sociale et sociétale de l'industrie immobilière. Je pense que c'est très important de le rappeler. Notre objet, c'est bien celui-ci, d'accélérer la transition écologique de l'industrie immobilière. Voilà. Donc aujourd'hui, on se réjouit d'avoir autant de participants. Sachez que vous étiez près de 500 inscrits pour participer à ce webinaire. Ça montre bien la dynamique autour de toutes ces pratiques ESG, malgré le fait qu'on soit un petit peu dans un climat anxiogène. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est problématique ESG, même si de temps en temps, on a l'impression qu'on fait des bons en avant, en regardant notamment les différentes réglementations, en même temps, on a aussi l'impression qu'on fait des bons en arrière. Et on verra donc ce qui pourra ressortir de la COP27 actuellement en cours. Quoi qu'il en soit, au niveau des chiffres, en témoigne l'étude OID ASPIM que nous avons publiée il y a un mois. Il y a toujours une forte accélération de la prise en compte des critères ESG dans les stratégies des industriels de l'immobilier. Que ce soit il y a un mois, 65% des fonds non cotés publics, mais aussi dans les SIC, les investisseurs institutionnels et tout ce qui est foncière non cotée privée. En France, du moins. Justement, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder comment se situent les répondants français par rapport aux répondants européens et mondiaux. Avant de partir un petit peu sur notre ordre du jour, sachant qu'on a 1 heure ensemble, je serai donc l'animateur de ce webinaire. Aurélien Reynolds, associé au GRESB et spécialisé sur les questions d'infrastructure, présentera les résultats plus globaux au niveau européen, tandis que je présenterai l'analyse que nous avons pu faire des résultats français. S'en suivra ensuite une session de questions et réponses. Là, je vous invite vraiment à poser vos questions, c'est l'occasion, sachant que de notre côté, nous en avons aussi qu'on a réservé au GRESB pour pouvoir partager les réponses avec vous. Ensuite, nous allons faire un focus plutôt spécifique sur le sujet des risques climatiques dans l'immobilier. Pour différentes raisons, je pense que la première, sur le fond des choses, c'est que l'adaptation du secteur de l'immobilier au changement climatique, c'est dès aujourd'hui déjà une urgence, parce que compte tenu du cycle de vie des bâtiments, les bâtiments qu'on construit, qu'on rénove aujourd'hui, ce sont les bâtiments qui vont probablement subir les pires vagues de chaleur
d'ici à 2050, parce que les cycles de vie sont d'une longueur qui fasse que ce qu'on construit aujourd'hui devra être capable de résister à des très grosses vagues de chaleur à terme. Donc c'est une priorité sur le fond des choses. Ça devient aussi une priorité des États, malgré le fait que les budgets alloués à l'adaptation sont encore limités. Selon une étude d'I4CE, en 2021, le budget des États s'établissait à 28,3 milliards d'euros si on considérait les périmètres pour adapter le pays au risque inéluctable de changement climatique, pour reprendre les termes. Et enfin, de façon très, très factuelle et contextuelle, le GRES va introduire un module résilience en 2020. Module résilience qui lui permet aujourd'hui de sortir des indicateurs TCFD. Vous connaissez peut-être la TCFD, c'est une initiative internationale qui vise à proposer un framework de prise en compte des risques climatiques dans tout ce qui relève de la financial disclosure. Premièrement, et deuxièmement, ce module résilience, qui était jusque-là optionnel, va devenir obligatoire en 2023. Donc, ça nous paraissait important de faire un focus dessus pour voir un petit peu ce sur quoi vous serez noté spécifiquement à très court terme. Et côté OID, nous, ça nous donne aussi l'opportunité de montrer tous les outils et les travaux de recherche qu'on fait autour des sujets d'adaptation au changement climatique. Sachant qu'on a mis très récemment en ligne une plateforme qui s'appelle RAR, qui permet d'analyser ces risques à l'échelle européenne. Voilà pour le déroulé de cette conférence webinaire. Je vais donc maintenant laisser la parole à Aurélien pour introduire les résultats du GRESB au niveau européen. Nous sommes 168 en ligne. Super, merci beaucoup Loïs et merci beaucoup à l'OID de nous avoir invités à cette présentation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord présenter les résultats en termes globaux. Donc si on peut juste passer au prochain slide, Loïs, s'il te plaît, super, merci. Donc on est très content à GRESB cette année en 2022. Donc on a eu une participation en hausse, donc avec 1820 portefeuilles nous rapportant en 2022, donc portefeuille immobilier. Donc ceci représente environ une augmentation de 20% vis-à-vis de l'année dernière et environ plus de 150 000 bâtiments. Donc on est très content de ces chiffres. En gros, tout cela couvre environ 74 pays à travers le monde et représente une valeur totale d'environ 7 000 milliards de dollars en valeur d'actifs. Donc, si on regarde au graphique un peu plus en détail, donc ce que l'on peut voir et ce que l'on peut constater, donc en bleu, nous avons notre participation en Europe qui s'élève à 907 participants. Donc, l'Europe qui forme une majorité, après tout, de nos participants GRESB depuis 2013. Et ceci est suivi ensuite par les Amériques en rouge avec une augmentation de 30% cette année, donc qui est aujourd'hui à 477. Donc, c'est l'augmentation la plus forte que l'on a eue cette année. Et ensuite, cela est suivi de peu par l'Asie et ensuite plus bas l'Océanie et ensuite vers le plus bas encore le reste du monde. Donc, tout cela est assez important à prendre en compte vis-à-vis du prochain slide, donc qui va se baser un peu plus sur les scores. Donc, sur les scores, cette année, on est aussi assez content parce qu'on a quand même vu plus ou moins une augmentation. Donc, malgré les impacts de la pandémie et après le rétablissement de la vie de tous les jours, on est désormais à une moyenne du GRESB score qui est à 74. Donc, juste pour expliquer un peu le graphique avant de rentrer dans les détails. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que sur l'axe vertical, nous avons le management score. Et sur l'axe horizontal, nous avons le performance score. Donc, les deux représentent en pourcentage des deux scores liés à ces deux composants. Et donc, les points situés sur les graphiques, donc pour les différentes régions, donc encore une fois en bleu, Europe, Amérique, en rouge, Océanie, en jaune et Asie en vert, représentent les moyennes relatives à chaque région parmi ces deux composants. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'en Europe, on a une augmentation de 2 points pour avoir une moyenne de 73. Donc en bleu. En Océanie, ce qu'on constate, c'est que l'Océanie continue à être un leader en termes de moyenne GRESB. Et j'expliquerai un peu plus le contexte sous peu. Et ensuite, l'Asie a augmenté assez significativement, donc avec une moyenne de 78. Et ensuite, les Amériques qui a en fait une petite baisse, donc qui a baissé d'1 point, qui se retrouve à 72 points. Et donc, pourquoi ces tendances? Donc, si on reprend encore un peu les taux de participation, on sait que l'Europe représente quand même à peu près 9 fois l'Océanie
en termes de participants. Donc, on a 900 participants en Europe, environ 100 et quelques en Océanie. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même une représentation des portefeuilles immobiliers un peu plus présente dans ce domaine-là. Et pour les Amériques, alors pourquoi est-ce qu'il y a une petite baisse? Eh bien, comme on l'a expliqué, il y a une augmentation de 30% de participants en 2022, ce qui veut dire que le fait qu'on a aussi de nouveaux participants veut dire qu'ils ne sont pas forcément aussi familiers avec le processus CRESF. Il se peut que pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils adressent les thématiques ESG. Donc, ceci a un peu d'impact sur la moyenne générale de cette région. Donc, ce qu'on a aussi pu constater, c'est que en moyenne, tous les scores dans tous les aspects qu'on couvre dans GRESB, donc que ce soit management ou performance, ont augmenté, mais on a eu une baisse générale, donc à travers toutes les régions, dans les scores, dans les aspects de l'énergie, le reporting des gaz à effet de serre, et ainsi que le reporting vis-à-vis de la consommation, par exemple. Et ça, encore une fois, on l'attribue encore un peu à la pandémie. Donc, les opérations ont encore été un peu touchées en 2021 par la pandémie, les restrictions des différents pays vis-à-vis de cela. Donc, ce que l'on espère, c'est qu'à partir de 2022, peut-être pour l'année prochaine, que le reporting et que les scores dans ces aspects risquent de remonter, vu qu'il y a la reprise de vie à la normale pré-pandémie. Donc, ensuite, slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails pour ne pas trop entrer dans le contenu que Loïs va présenter sous peu. Mais ceci nous représente juste un breakdown en Europe des différents pays qui rapportent à GRESB. Donc, si l'on regarde principalement, on a une très grosse participation du Royaume-Uni, donc en vert, et donc de 264. Et si l'on regarde, donc on a encore une participation plutôt élevée aussi en Allemagne à 102. Donc la France, ça reste plus ou moins stable. Donc on a eu 39 participants au total qui ont participé en 2022. Mais je laisserai Loïs expliquer un peu plus en détail quelles sont les tendances vis-à-vis de la France, vis-à-vis de cela. Donc ce graphique nous donne vraiment un breakdown, mais comme on le voit, parmi tous les pays, plus ou moins, on est définitivement en augmentation en termes de participants. Et ça, c'est superbe à voir. Oui, très bien. Merci Aurélien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je prends la suite pour présenter les résultats des Français? Non, tu peux y aller, Loïs. Merci. Je ne suis pas sûr que tu l'avais préparé, mais peut-être que ce serait intéressant de savoir quel est le pays européen qui se situe en tête par rapport aux autres. Je passe donc sur les résultats d'Air France que tu n'hésites surtout pas à commenter. Donc, comme le disait à l'instant Aurélien, 39 entités en France ont répondu au GRESB, sachant que parmi ces 39, il y a des entités qui répondent uniquement au module Management and Performance, des entités qui répondent uniquement au module Management and Development et des entités qui répondent à ces deux modules. Donc, Management en commun et Performance and Development, sachant que le module Performance, il s'adresse aux gestionnaires de patrimoine immobilier, ce que le GRESB appelle Standing Investments, et le module Development, il s'adresse aux acteurs de la rénovation et de la construction. Donc, les pure players sont en général des property managers. Donc, on a bien 39 entités françaises. Et parmi celles-ci, donc 35 ont répondu sur, je dirais, le questionnaire historique que le GRESB a construit il y a plus d'une décennie, qui est celui qui consiste en fait à regarder les politiques ESG d'un acteur qui gère un portefeuille immobilier. Et 15 ont répondu sur le module développement. Donc, il y a un petit overlap entre les deux. À titre comparatif, si on prend juste ces 35 qui gèrent des patrimoines immobiliers, on en avait 30 en 2021 et 34 en 2020. Donc, il y a une petite érosion entre 2020 et 2021. On est revenu au niveau pré-Covid. Plus on a les acteurs de la construction et de la rénovation qui se sont introduits dans cette démarche pour venir noter d'une certaine manière leur pratique ESG.
Donc, si je considère que les acteurs qui gèrent des patrimoines immobiliers, aujourd'hui, on parle de 133 milliards d'actifs gérés par les répondants, à comparer aux 7 000 milliards d'actifs gérés par les répondants au niveau monde. Voilà, donc ça, c'est le premier point, un petit peu pour situer dans l'espace. Il y a un deuxième point aussi qui est important pour les répondants français, c'est de savoir que parmi ces 35 répondants qui gèrent des patrimoines immobiliers, il y en a 25 qui sont des entités non cotées, donc pour l'essentiel des fonds non cotés, et 10 qui sont des entités cotées, donc 10 sociétés cotées. Si on regarde du nombre de sociétés d'investissement immobilier cotées en France, ça fait quand même un pourcentage significatif du marché français. Si j'avance encore sur ces chiffres un peu plus en avant dans l'analyse, nous, dans les études qu'on fait sur le marché immobilier français, sur les actifs gérés français, on est sur un univers d'investissement qui représente environ 400 milliards. Donc 133 milliards, c'est environ 30% du marché français. Bon, il y a un biais dans cette analyse, puisque dans les actifs gérés ici, il y en a certains qui ne sont pas forcément situés sur le territoire, mais ça permet quand même de se mettre des chiffres en tête. En ce qui concerne donc maintenant les résultats, je vais d'abord en fait présenter les résultats pour la catégorie qu'on appelle Standing Investment, puis après je présenterai les résultats pour la partie Development. Sachant que tous ces chiffres seront disponibles sur la plateforme de l'OID, son centre de ressources Talon, et probablement aussi et sûrement sur le site du GRESB. Donc, si on regarde les résultats généraux de la France, on est aujourd'hui à 85 sur 100, à comparer à une moyenne mondiale qui se situe à 79 et une moyenne européenne également à 79. Donc, la France est au-dessus aussi bien de la moyenne européenne que de la moyenne mondiale. Il faut quand même savoir qu'en 2021, nous étions à 91. Donc, même si on reste au-dessus du score moyen, il y a eu une diminution quand même de 6 points du score général, sans modification du questionnaire. Donc, il n'y a pas de biais dans le questionnaire qui aurait pu justifier cette diminution du score. C'est important quand même de le souligner. Et on était à 76 en 2020. Donc, par rapport à la période Covid, on est quand même au-dessus, mais par rapport à l'année dernière, on est en dessous. Ce qui différencie en fait ces moyennes générales, ce ne sont pas les scores sur tout ce qui relève du management, mais plus ce qui relève du performance. Sachant que le management, sans faire de raccourcis trop importants, c'est quand même tout ce qui relève de la gouvernance, alors que la performance, ce sont quand même tous les aspects, les questions qui relèvent des sujets environnementaux, du reporting énergétique, de la capacité à s'améliorer d'une année sur l'autre, à mettre en place des plans d'action et à investir donc dans l'amélioration environnementale de ces actifs immobiliers. Voilà pour ces premiers aspects d'analyse. Moi, ce que je pourrais ajouter là-dessus, parce que je vais venir expliquer après ce qui relève de la performance, c'est que si vous, pour avoir en tête un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, la performance, il y a 9 aspects, ce que le GRESB appelle les aspects, ce sont les thématiques. Parmi les aspects du reporting environnemental, qui représentent quand même 32% de la note, il y a l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, l'eau et les déchets. Mais il y a aussi tout ce qui relève de tenant and community, concernant la politique d'engagement des preneurs, la satisfaction des preneurs, la présence de baux verts. Ce sont toutes les thématiques qui peuvent être regardées donc, dans ces component performance. Et dans le component management, on va avoir les sujets de leadership, de reporting, de risk management et d'engagement des parties prenantes. Voilà de façon synthétique. J'avance donc en fait sur une autre manière de présenter les résultats, c'est justement par thématique. Ici, vous avez autour de ce graphe toutes les thématiques auxquelles viennent se rattacher les questions posées dans le questionnaire du GRESB. Donc, sur le quart nord-est,
vous avez en gros toutes les 5 thématiques qui relèvent, qui viennent alimenter la note management. Et sur tout le reste du cadran, vous avez les thématiques qui viennent alimenter la note performance. Ce que j'ai dit ou pas dit avant, mais qu'il me semble avoir oublié quand même, c'est que là où les acteurs d'un pays à un autre se différencient vraiment, c'est sur la note performance. C'est là où, de toute façon, grâce auquel, historiquement, la France est au-dessus de ses voisins européens et de la moyenne mondiale. Il n'y a pas de différenciation en général sur les notes de management. Et là-dessus, historiquement, sur tout ce qui relève des certifications de bâtiments, nous sommes au-dessus. Le reporting énergétique, le reporting sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, quand même, ce que des analystes regarderont, c'est pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'on soit au-dessus des moyennes, on soit quand même moins bon que l'année dernière. Et d'après les premières analyses qu'on a pu faire, en fait, il y a clairement un effet Covid qui intervient ici. Alors, moi, le premier, je n'aime pas toujours mettre tout sur le dos du Covid, mais en l'occurrence, ici, j'y suis bien obligé. Alors, l'effet Covid, il ne vient pas du fait que les acteurs n'aient rien fait pendant la période Covid, il vient surtout du fait qu'il y a eu une diminution très importante des flux énergétiques et autres en 2020, non constatées en 2021. Donc, en fait, mécaniquement, ça crée une augmentation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre entre 2021 et 2020. Et donc, ça pénalise le score in fine sur ces thématiques. Parce qu'en ce qu'on appelle life for life performance, on constate une augmentation des consommations énergétiques. Alors que le GRESB, comme d'autres organismes, va noter la diminution, va donner une prime ou un bonus de points aux gens qui auront une diminution des consommations énergétiques. Ça, c'est un premier point. Après, en termes de data coverage, je pense que nous ne sommes pas pénalisés. Donc, en Europe, on a un niveau de couverture des données énergie, gaz à effet de serre, eau et déchets qui est légèrement supérieur à nos voisins européens. Et sachant que l'Europe est en moyenne à 73% sur les patrimoines immobiliers justement intégrés au questionnaire du GRESB. Voilà en premier lieu quelques informations qu'on peut vous fournir ici. Si on regarde d'une autre manière ces résultats, vous avez ici en fait ce qu'on appelle un ESG breakdown entre les cibles environnementales, sociales et de gouvernance, parce que, encore une fois, cette centaine de questions, elles peuvent se répartir entre management performance, mais aussi entre E, S et G, ou entre les différents aspects qu'on a vus avant. Donc, sans surprise, on est dans la moyenne ou légèrement au-dessus sur le social et la gouvernance et bien au-dessus sur l'environnemental, malgré le fait qu'on ait diminué entre le questionnaire 2022 et 2021. Quand je dis on, je dis nous les Français. Donc voilà pour l'analyse sur les standing investment. Si on fait le même travail en fait sur le development, même constat, un score supérieur aux moyennes européennes et mondiales sur le score global et pas de différenciation sur les scores de management et une différence significative sur le score développement qui lui aussi embarque toutes les thématiques plus techniques et environnementales liées aux thématiques de construction. On fait le breakdown maintenant à nouveau avec toujours en haut à droite ces thématiques de management et sur tout le reste du cadran, les thématiques qui relèvent plus de l'environnement. Sans surprise, on se différencie sur tout ce qui relève des matériaux de construction avec une note presque à 100. Dans le contexte de la réglementation environnementale 2020, du E+C- et du label BBCA, on n'est pas forcément surpris. D'autant plus qu'il peut y avoir un petit biais d'analyse, puisque les répondants, en général, c'est des sociétés qui ont des politiques ESG structurées, donc qui font en sorte que sur toute leur activité, ils embarquent bien ces thématiques qui aujourd'hui sont devenues réglementaires. Sur les certifications environnementales, encore une fois, on place un cap. Et après, il y a aussi l'eau et l'engagement des parties prenantes. Donc voilà pour ces premiers résultats. Moi, ce que je vous propose maintenant, il nous reste quelques minutes,
sur la présentation 2022 des résultats, c'est peut-être d'essayer de répondre à vos questions avec Aurélien. J'ai vu qu'il y en avait 2 dans le chat. Donc, il y a un petit module qui s'appelle Q&R sur lequel vous pouvez les poser. Ah, j'ai dû sauter un slide. Ah non, c'est qu'il n'est plus là. Là, je vais rester là-dessus. Aurélien, vous pouvez le micro d'Aurélien. Oui. donc oui, en effet, je vois une question vis-à-vis de la moyenne pour les résultats totaux. Donc pour le monde, oui, donc c'était bien 74%, Anaïs. Donc c'est correct. Il y a aussi un autre point que je n'ai peut-être pas signalé, c'est que tous les résultats qui sont présentés ici sont pondérés par la gross asset value des répondants. Ce n'est pas des chiffres moyennés par nombre de répondants, mais ils sont en fonction de la gross asset value que pèse chacun des répondants. Il y a une question, greenhouse gas, gaz à effet de serre. Oui, c'est kilogramme équivalent CO2, c'est ça la question? Non, je ne comprends pas la question. Il y a une question sur GHG, ce que ça représentait. Et donc, quelques personnes ont gentiment répondu. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, c'est bien ça. Le slide 5 est partiel. De notre côté, ce n'est pas le cas, mais on va vérifier. Quel est le slide 5 ? 1, 2, 3, 4, 5. Non, il n'est pas partiel, c'est juste qu'il s'affiche différemment. Je vois qu'il y a une autre question aussi. Selon quel texte de référence les bâtiments sont-ils certifiés? Aurélien, est-ce que tu connais la réponse? Oui, donc on a différentes références en termes de certification. Donc dans l'immobilier, on a par exemple du LEED, on a du BREEAM. Donc toutes ces certifications nous sont rapportées à travers la plateforme l'Asset Level Portal. Je ne sais pas s'il faut excuser mon franglish. Donc oui, c'est celles qui sont certifiées, mais GRESB elle-même ne certifie pas les certifications. Donc on n'est pas une référence de certification. On laisse les participants nous rapporter si c'est BREEAM, LEED, par exemple. Donc ça, c'est les deux principales. Mais on a j'ajouterais que les certifications françaises sont aussi prises en compte depuis un certain temps. Donc en France, HQE, haute qualité environnementale. Mais on a toute une liste, donc on peut aussi les partager. Elles sont toutes disponibles sur notre site. Avez-vous la correspondance entre le score et le nombre d'étoiles? Alors ça, c'est vis-à-vis le modèle GRESB. Donc, vu que sur ce modèle qu'on voit, comme dit, présenté par l'OID, on n'utilise pas les étoiles parce que c'est basé sur le GAV. Donc, et nous, on fait seulement les étoiles sur les rapports GRESB qui se trouvent pour les participants. Donc, lorsque les pondérances pour chaque actif sont égales. Donc, on ne les a pas là parce que le terme de référence, ce n'est pas pour une entité, c'est pour la France en comparaison avec l'Europe. Donc, en effet, pour les entités, on a les étoiles et les étoiles sont relatives au GRESB score vis-à-vis des quartiles. Donc, on a des quintiles en fait, qui se trouvent sur le GRESB modèle. Donc, on n'a pas d'exemple là, mais si sur le modèle, vous pouvez imaginer qu'il y a des lignes et 5 sections. Et selon où vous vous trouvez en termes de points vis-à-vis des axes de management de performance, vous aurez donc une étoile relative à ça. Donc, d'habitude, le meilleur le score, donc 5 étoiles, et plus le score est bas, donc moins il y a d'étoiles. Donc, le score est relatif à tous les scores de l'univers GRESB. Effectivement. Est-ce qu'il y avait une autre question, ISO 50001. J'imagine que la question, c'est de savoir si l'ISO 50001 est valorisé dans le cadre du GRESB. Je peux répondre oui, parce que c'est un système de management de l'énergie, donc il permet de gagner des points à certaines questions sur la cible management de l'énergie. Oui. Après, on peut avoir certains commentaires. Moi, j'avais vu que tu nous parleras, je crois, Aurélien, des nouveautés en 2023.
nous, la question qu'on se posait vraiment, voilà, c'était celle de savoir pourquoi les répondants français perdaient 6 points dans le score général. Je pense que j'ai apporté l'essentiel de la réponse. C'est vraiment sur ces cibles environnementales. Après, ce que ça soulève comme question, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont aussi, c'est que lorsqu'on fait des analyses de marché sur l'immobilier durable dans les autres pays européens, on se rend quand même souvent compte que beaucoup n'ont pas de reporting sur les consommations énergétiques réelles. Donc, le fait que les Français reportent sur des consommations énergétiques réelles les pénalise, parce que nécessairement, entre 2021 et 2020, les consommations ont augmenté, là où sur des consommations théoriques, on ne voit pas autant d'augmentation. Donc ça, c'est un point, je pense, d'amélioration qui pourrait remonter. Je vois l'heure qui tourne. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Aurélien, avant qu'on passe sur la partie une petite question tu voulais ajouter quelque chose ou peut-être répondre à la dernière question de Léa Renaud avant qu'on passe sur la deuxième partie de ce webinaire? Donc, combien coûte la notation GRESB? Est-ce que cela passe par un certificateur du GRESB ou c'est en interne au projet? Donc, les prix, pour le moment, c'est environ 4 000 €, mais contactez notre équipe de vente pour avoir les chiffres exacts, parce que forcément, on est en fin d'année, donc il peut y avoir quelques changements vis-à-vis de ces prix dû à l'inflation. Est-ce que cela passe par un certificateur du GRESB ou c'est un interne au projet? Donc, cela, ça reste dépendant de comment est-ce que vous voulez procéder. Donc, comme dit, il y a de très bons consultants comme par exemple l'EID qui peuvent vous aider à participer au GRESB ou à répondre au GRESB, mais ce n'est pas un must, comme on dit en anglais. Donc, c'est à vous de voir. On a toutes les ressources nécessaires en ligne. On est très transparent sur la méthodologie et comment rapporter au GRESB. On a aussi une plateforme d'entraînement au GRESB. Donc, tout cela peut aider, mais si bien sûr vous avez besoin de conseils additionnels ou d'être plus granulaire, parce qu'après tout, la collecte des données est quand même quelque chose qui n'est pas forcément prise. En effet, on demande les données, mais on n'aide pas forcément avec la collecte des données. Donc, ça, c'est assez différent. Donc, peut-être que vous avez besoin un peu plus d'aide externe vis-à-vis de ça. Moi, juste ce que je pourrais ajouter, c'est qu'effectivement, la participation d'une entité au GRESB va coûter, en fonction des options qui sont prises, en général, moins de 10 000 €. Ensuite, concernant les critères, ils sont publics, ils sont assez bien présentés, même bien présentés dans un référentiel. Dans le même référentiel où justement sont listées les certifications qui sont prises en compte. Et ensuite, en général, soit les sociétés intègrent elles-mêmes dans leurs équipes des personnes qui vont répondre annuellement aux différentes agences de notation extra-financière, dont fait partie le GRESB, ou soit elles externalisent ça à des sociétés de consulting. Alors juste, par contre, l'EID est une association, nous ne répondons pas au GRESB pour les membres de l'association. Mais par contre, nous fournissons un certain nombre d'informations et de ressources qui aident probablement les acteurs à y répondre. Voilà. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Si on a encore le temps à la fin du webinaire, on pourra y répondre. Sinon, on y répondra a posteriori dans une mailing avec toutes les informations pour retrouver le support et l'enregistrement. Je vais donc maintenant passer la parole à Sakina, qui est à côté de moi. Mais alors, Sakina ou d'abord Aurélien? Je crois que c'est plutôt d'abord Aurélien sur tout ce qui relève de l'alignement TCFD, qui est en fait un travail que vous pouvez faire grâce au module résilience qui a été intégré en 2020. Absolument. Ouais, merci beaucoup Loïs. Donc je vais être assez rapide juste au niveau du temps, mais comme Loïs l'a expliqué au début, donc ce qu'on a fait, et peut-être que je vais juste me répéter un peu au cas où les gens n'ont pas pu entendre en début de session. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en 2022, en plus de nos rapports GRESB, on a introduit un rapport TCFD parmi nos produits qui utilise donc les données rapportées dans le GRESB Assessment. Donc comme disait Loïs, qui a été intégrées dans notre Assessment Real Estate. Donc, juste pour rappeler, qu'est-ce que la TCFD? Donc, la TCFD, c'est le Task Force on Climate Disclosure. Donc, c'est un groupe de travail qui a été mis en place en 2015 lors de la COP 21 par le Conseil de stabilité financière du G20.
Et donc, il y a vraiment pour but de mettre en avant la transparence financière liée au risque. Donc, le rapport consiste plus ou moins de 4 piliers. Donc, ici, comme vous pouvez le voir dans le graphique, gouvernance, stratégie, management de risque et mesures et objectifs. Et donc, ce que l'on peut voir dans ce graphique, c'est le niveau d'alignement en 2021 et en 2022 relatif à chacun de ces piliers. Donc, si on regarde juste rapidement les tendances en Europe en 2022 comparées à 2021, c'est que l'on voit que dans tous les domaines, il y a une augmentation du reporting et d'alignement de la part de nos participants dans les 4 catégories. Et en fait, on peut attribuer une grande partie de cette augmentation grâce au pilier gouvernance, car en fait, la gouvernance, c'est vraiment ce qui permet ensuite de pousser les participants à rapporter sur la stratégie et la prise en compte du management de risque. Donc, c'est vraiment clé en fait d'avoir un bon processus de gouvernance pour ensuite pouvoir une augmentation ou pour pouvoir avoir un processus qui adresse que les risques climatiques. Ensuite, en termes global, donc ce qu'on a vu, c'est qu'encore une fois, l'Océanie comparé aux tendances Europe, là, ce que l'on voit sur les tendances Europe, a tendance à être beaucoup plus élevé en termes de reporting. Et ce que l'on voit, c'est que, en termes généraux, toutes les régions prennent le management de risque vis-à-vis climatique de plus en plus sérieusement. Donc, prochain slide, s'il te plaît, Loïs. Donc maintenant, si on regarde tout simplement en France, donc on voit les mêmes tendances, mais encore une fois, on va devoir aller un peu plus, je pense, dans les détails pour comprendre certaines baisses dans certains cas qu'on n'a pas forcément pu expliquer. Mais comme on voit, en termes généraux, la France rapporte assez bien dans les 4 domaines des 4 piliers, donc soit dans la gouvernance, stratégie, management de risque et metrics and targets. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a en effet une petite baisse du reporting en 2022 pour gouvernance et ainsi que pour les mesures et les objectifs. On n'est pas sûr exactement de pourquoi est-ce que ça s'est passé, mais comme dit, vu qu'on a une augmentation des participants dans le secteur français, ce que l'on peut imaginer, c'est que vu que c'est une représentation en pourcentage, c'est que certains participants n'ont tout simplement pas encore les processus ou peut-être la gouvernance en place pour faire cela, mais bon, ce n'est pas forcément reflété, comme on dit, dans le domaine de la stratégie ou dans le management de risque. Donc, on va devoir faire quelques analyses en plus pour comprendre cette petite baisse dans la gouvernance et dans les objectifs et les mesures. On peut prendre quelques questions par rapport à ces premiers indicateurs TCFD, s'il y en a. En attendant peut-être que des questions arrivent, juste pour prendre un peu de recul sur ce qui vient d'être présenté, le principe de reporter sur le risque lié au changement climatique en France est en place depuis une période antérieure en fait à la TCFD, puisque ça a été introduit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, au moment de la COP 15, au moment de la COP 21, excusez-moi. Et donc, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que normalement, vu que c'est réglementaire pour un certain nombre d'acteurs en France et que ça le devient pour la plupart des acteurs européens au travers du plan pour une finance durable, ce sont des indicateurs sur lesquels, à terme, l'industrie immobilière devrait être assez bien notée en Europe. Du moins, c'est ce qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour les personnes que ça intéresse, il faut savoir qu'il existe aussi la TNFD, Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. C'est le pendant de la TCFD pour la biodiversité. C'est une initiative aussi internationale qui vient de rendre son framework en novembre 2022, une énième version bêta. Et donc, je ne sais pas ce que va faire là-dessus le GRESB, mais j'imagine que vous imaginez peut-être intégrer aussi un module spécifique sur la biodiversité, sur les risques liés à la biodiversité. Oui, il se le peut. Pour le moment, on regarde ça de proche, mais pour le moment, comme dit, c'est sous, comment dire, c'est un peu un brouillon, pour le dire. Mais en effet, ça fait partie des thématiques qu'on adressera avec la Fondation GRESB. Donc, c'est en effet une thématique qui fera partie de notre roadmap. Mais on attend un peu qu'il y ait un peu plus de maturité pour pouvoir décider de tout cela. Mais forcément, il y a aussi d'autres
reporting qui sont nécessaires en termes légaux sur la biodiversité, qui sont un peu plus pressants en ce moment. Donc, on espère vraiment qu'il y aura une convergence de tout cela avec peut-être la TNFD, mais on verra. Mais on regarde ça d'un œil très proche, en effet. Donc, si je comprends, ça arrivera tôt ou tard, mais ça n'arrivera pas en 2023, c'est ça? Voilà, exactement. Et si ce sera intégré directement dans l'assessment, donc dans le standard GRESB, ou est-ce que ce sera peut-être un module à part, ça, on n'a pas encore décidé. Donc, il faudra vraiment qu'on voit. D'accord, très bien. Bien, merci Aurélien. J'ai vu 2 questions arriver. On va prendre seulement ces 2-là. Bonjour, quelle est la taille des nouveaux participants? La pondération devrait limiter l'impact des nouveaux petits participants qui n'auraient pas encore de gouvernance. Alors là-dessus, je peux peut-être répondre. Le volume d'encours géré par les participants français est resté assez stable entre 2021 et 2022. Donc, ce n'est pas ce facteur-là, à notre sens, qui est venu modifier la donne dans le score final. Contrairement à ce que aussi moi j'avais mis comme une hypothèse au départ lorsqu'on a analysé les chiffres. Voilà. Je vais passer donc à la suite sur l'adaptation au changement climatique parce que je vois le temps qui court et je crois que tu as un dernier slide, Aurélien, à la fin pour nous donner un peu les nouveautés 2023. Du coup, Sakina, à toi de prendre la main. Merci beaucoup Loïs. Je vais essayer d'aller droit au but du coup puisqu'on a assez peu de temps. Il y a un fort enjeu parmi les différents reporting sur les risques climatiques et donc on va faire un petit focus sur les risques climatiques en particulier. Parmi les risques climatiques, il y a 2 types de risques. Il y a les risques physiques et les risques de transition. Les risques physiques, ça va être tous les risques qui sont liés aux conséquences du changement climatique parce qu'il est déjà là et qui va être de pire en pire. Donc les conséquences du changement climatique, on les connaît, on parle de vagues de chaleur, de sécheresse, d'inondations, de submersion marine, de tempêtes, de feux de forêt. Et donc c'est les conséquences sur l'immobilier de ces risques-là qu'on analyse quand on veut regarder les risques physiques. Quand on veut regarder les risques de transition, au contraire, c'est les conséquences qui sont engendrées par la transition en elle-même, c'est-à-dire par le processus d'ajustement vers une économie qui soit dans l'atténuation au changement climatique. Donc, ça va être des risques de marché, des risques réglementaires, technologiques, de réputation. On va aller un petit peu plus loin dans les risques physiques parce qu'il y a tout un enjeu d'évaluation justement de ces risques physiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, quand on veut regarder des risques prospectifs et qui soient du coup basés sur des scénarios, il faut se poser la question de comment ces risques vont évoluer dans le futur. Et donc, il faut envisager différents scénarios climatiques. Là, je vous ai remis les scénarios climatiques du GIEC qui sont parus l'année dernière. Et du coup, on a des scénarios climatiques qui vont vers 1,5 degré, donc les plus optimistes, aux plus pessimistes qui vont vers quasiment 5 degrés d'augmentation de la température globale de la Terre. Plus on est sur des scénarios pessimistes, plus on va avoir des risques physiques importants, évidemment, et plus on est sur des scénarios optimistes, plus on va prendre de risques en termes de transition et plus on va avoir des risques de transition importants. Quoi qu'il arrive, quand on veut analyser des risques de transition, c'est important de se baser sur des trajectoires où on va vers du plus ambitieux, donc des trajectoires type SSP 1-2.6 ou voire 1-1.9. Par contre, plus on va sur des risques physiques importants, plus il faut se baser sur des trajectoires du pire qui sont plutôt tendancielles et donc des SSP 5-8.5. Aujourd'hui. On va passer cette diapositive-là. Là, on parle de la définition d'un risque physique dans le bâtiment. Et donc là, on va aller un peu plus en détail sur la manière d'évaluer ce risque physique. Pour évaluer un risque physique, il faut regarder la manière dont le risque va affecter le bâtiment à l'adresse du bâtiment en lui-même. C'est ce qu'on appelle l'exposition, qui va dépendre de l'aléa climatique, de son évolution, de sa fréquence, etc. et de la vulnérabilité et de la réponse des territoires face à cet aléa climatique. Donc, par exemple, quand on va parler de vagues de chaleur, on regarde des indicateurs type le nombre de jours où il y a une température très importante, ou le nombre de jours consécutifs où il y a une température importante, et le fait qu'il y ait un îlot de chaleur, par exemple. Et quand on parle de vulnérabilité, donc il faut regarder l'exposition et la vulnérabilité c'est
comment le bâtiment va répondre à l'adresse selon ses caractéristiques. Donc, il y a sa sensibilité selon ses caractéristiques techniques, et puis il y a l'usage selon ses caractéristiques d'occupation. Je vais passer un peu plus vite sur la suite. Du coup, par rapport aux échelles, il faut bien donc se projeter dans le fait de regarder à l'échelle régionale, avec les scénarios du GIEC, etc., à l'échelle du territoire, prendre en compte les caractéristiques de végétalisation, d'artificialisation des sols, etc., et à l'échelle du bâtiment, avec une étude plus technique. Je vous avais mis un petit récapitulatif de beaucoup d'indicateurs qu'il faut prendre en compte, mais on va passer assez rapidement dessus. Je vous montre juste un petit peu les images de l'augmentation, des augmentations de température entre maintenant et 2090 qui sont plutôt impressionnantes. Et puis, il y a plein d'indicateurs que vous pourrez consulter directement en ligne sur Taloen. Là, on verra les risques associés pour chacun des aléas qui est quand même important. Les risques associés pour chacun des aléas, il y a, pour les vagues de chaleur, il y a le confort thermique dégradé, mais également les augmentations de besoins en énergie et dysfonctionnement des équipements qui sont importantes à prendre en compte. Ensuite, on aura les inondations et précipitations intenses qu'il faut coupler dans leur regard entre précipitations intenses et inondations à cause de l'artificialisation des sols. Et donc, les risques associés pour le bâtiment, ça va être le fait qu'on a de l'incursion d'eau dans le bâtiment et tout ce qu'on connaît déjà en France, puisqu'on est particulièrement touché vers cette aléa. Ensuite, on a comme risque physique très important les sécheresses, qui vont du coup être de plus importantes et qui, couplées au risque de retrait et gonflement des argiles, vont créer des fissures dans tout ce qui est façade et éléments jointifs, et puis des problèmes de sécurité pour les usagers également. Ensuite, quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, mais qui est très important pour les villes en zone côtière, les submersions marines et l'érosion côtière, avec les mêmes dégâts que ce qu'on a pour les inondations, avec en plus de l'eau qui est salée et donc corrosive sur les matériaux, et qui engendre du coup une perte probable des bâtiments sur le long terme, et donc un besoin de repli stratégique vers les zones non côtières. Bon, on va arrêter avec les mauvaises nouvelles. Ouais. C'était la dernière, je crois. Feux de forêt, on connaît les impacts. Et puis tempête et vents violents, voilà, vous avez un petit peu l'éventail de tous ces aléas climatiques. Juste avant que tu continues, quand même, vu qu'on a dû passer très vite, il faut savoir que tous les indicateurs qui ont été présentés ici sont des indicateurs en fait, qui ont été produits avec des organismes de recherche sur la plateforme Batadapt qui est en ligne depuis 2020. Batadapt, c'est un outil qui est gratuit sur lequel on peut analyser tous les risques physiques liés au changement climatique qui viennent de vous être présentés pour la France et depuis peu pour l'Europe, en se basant sur les différents scénarios du GIEC. Ça me semblait important. Donc, de même que les indicateurs climatiques à proprement parler, il y a une analyse de vulnérabilité qu'il faut faire, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a une réduction de la vulnérabilité sur laquelle il faut agir et sur lesquelles vous avez des pistes d'action dans le guide des actions adaptatives qui a été produit par l'OID. Et on va passer directement à l'outil majeur qu'on a à disposition justement pour permettre cette analyse de risque physique qui vous permet à la fois de sélectionner les aléas et d'avoir des indicateurs directement disponibles pour pouvoir analyser vos risques physiques. Et cet outil est basé sur un projet de recherche nommé Inclibati qui est soutenu par nos partenaires, l'ADEME, qui a été soutenu auparavant par la ville de Paris, donc l'outil de manière générale. Et cet outil, en fait, vous permet de réaliser une implémentation de l'ensemble des bâtiments de votre patrimoine à l'aide d'un Excel, de choisir les modèles sur lesquels vous allez vous appuyer. Donc cet outil, je ne l'ai pas dit, mais il s'appelle Resilience for Real Estate. C'est important quand même de savoir comment il s'appelle. Et du coup, les choix des modèles qui sont sur cet outil sont directement en ligne. Ensuite, il y a une identification des indicateurs et des indices à utiliser, paramétrage de la base de données, et vous avez un export des informations en quelques clics pour votre patrimoine, pour pouvoir ensuite exploiter les données de synthèse. J'ai essayé de faire court, mais en tout cas, vous avez pas mal d'informations directement dans le PowerPoint. Oui, juste pour apporter une information supplémentaire là-dessus. Premièrement, nous, à l'OID,
on travaille depuis maintenant 10 ans sur les sujets d'efficacité énergétique et de décarbonation des bâtiments. Pour autant, on a quand même la conviction que l'accent est mis de façon largement insuffisante sur l'adaptation, alors que en fait, tous les scénarios le montrent et les chiffres des météorologues. On devrait dès aujourd'hui en fait s'intéresser à l'adaptation, parce que si les émissions de gaz à effet de serre ne subissent pas les frontières, donc à minima, le fait d'avoir des plans d'adaptation nationaux, c'est quelque chose sur lequel on peut conserver une forme de leadership, indépendamment de ce que feraient nos voisins en matière d'atténuation ou d'adaptation ou pas. Donc ça nous paraît essentiel. Et le temps long des bâtiments et d'immobilier fait que, en fait, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas s'intéresser en 2040 ou en 2050 en système sociétal dégradé. C'est dès aujourd'hui qu'il faudrait beaucoup plus s'y intéresser. Ça, c'est le premier point que je voulais ajouter. J'ai déjà dit tout à l'heure en intro. Le deuxième point, c'est que cette plateforme RAR, Resilience for Real Estate, aujourd'hui, elle a été implémentée au niveau européen. On va continuer à implémenter un certain nombre d'aléas climatiques. Elle est soutenue totalement financièrement par tous nos partenaires dans le cadre du programme européen qui s'appelle ESREI. Et deuxièmement, le 22 novembre, à l'occasion des 1 an de Big Biodiversity Impact Group, on va ajouter à la fonctionnalité risque physique lié au changement climatique, la fonctionnalité risque lié à la biodiversité, qui sera le premier indicateur issu du programme Big. Donc petit à petit, on va avoir sur cette plateforme la possibilité, sur un patrimoine donné, d'analyser les différents risques sur les principaux enjeux écologiques de notre siècle. C'est vraiment l'ambition en fait de cette plateforme. C'est pour ça qu'on est passé de BAT-ADAPT à RAR. Voilà, j'en dis pas plus, parce que sinon on pourrait durer des heures. Et je redonne la parole à Aurélien pour nous donner les nouveautés 2023, c'est bien ça? Oui, donc en fait, on allait se focaliser encore un peu sur les tendances risques climatiques. Oui. Mais je vais juste faire très rapidement. Comme ça, on laisse encore peut-être encore quelques questions sur la fin. Donc, je fais juste une petite parenthèse juste avant de plonger sur les indicateurs. Mais tout d'abord, c'est juste pour expliquer un peu l'interaction entre GRESB et la Fondation GRESB. Donc, les standards de GRESB sont en fait développés en partenariat avec la Fondation GRESB, qui en elle-même est en fait indépendante et à but non lucratif. Et son but est vraiment de développer des normes ESG dans le domaine de l'infrastructure et de l'immobilier. Et donc, la Fondation GRESB est en fait composée de membres et de partenaires GRESB, donc investisseurs et managers de fonds, qui interagissent directement avec la GRESB BV, donc la compagnie plus ou moins pour profit, si on veut le dire, mais qui s'occupe vraiment du benchmarking et du scoring. Donc, nous, on est en interaction directe. En fait, comme le montre le diagramme, donc toutes les données et tout ça qui nous sont rapportées, en fait, toutes ces analyses, on est en correspondance directe avec la fondation et c'est ce qui nous permet en fait de développer le questionnaire GRESB Real Estate. Donc, je dis ça pour ensuite en fait passer par la suite. Donc, si vous voulez bien passer au slide suivant. C'est parce que, donc, du coup, on a fait une analyse sur les risques climatiques dans l'immobilier. Et comme on l'a expliqué, c'est que, en fait, ces indicateurs, en 2022, n'étaient pas scorés. Donc, c'est-à-dire que c'était optionnel, les gens peuvent y rapporter. Et s'ils y rapportaient, ils peuvent aussi avoir un rapport CFD par la suite. Mais les 4 indicateurs qu'on a particulièrement dans notre assessment, donc dans notre questionnaire, se base particulièrement sur les risques physiques et de transition et se base sur l'identification de ces risques, premièrement, et ensuite leur impact. Donc, si on regarde un peu les tendances vis-à-vis de cela, donc prochain slide, s'il vous plaît. Oui, donc on a regardé un peu les données qui nous ont été rapportées en Europe. Et finalement, les risques liés à la transition, on les décompose en plus ou moins 4 domaines. Donc, en commençant par le haut, donc légal et juridique. Donc, par exemple, les développements liés à la taxe carbone ou l'augmentation de reporting au niveau public. Donc, par exemple, la SFDR va avoir des impacts sur les disclosures ou le rapport public des données à gaz à effet de serre. Donc, je sais peut-être qu'en France, c'est peut-être différent, Loïs, car je sais qu'en termes réglementaires, on est quand même plutôt avancé, mais ceci a des impacts. Il y a aussi le domaine technologique vis-à-vis des risques liés à la transition, donc par exemple des coûts liés au réaménagement et à la rénovation. Et il y a aussi des risques au niveau du marché,
et réputationnel. Donc, pour marché, ce qu'on veut dire, c'est par exemple des changements au niveau des coûts des matières premières, mais aussi des changements des types de mœurs au niveau des consommations. Donc, tout cela comporte des différents risques et les risques les plus identifiés se trouvaient particulièrement dans les risques liés au niveau légal et juridique. Donc, pour une grosse majorité des participants en Europe, ce n'est pas vraiment surprenant. Donc, on a 99% suivi par marché, technologique et réputationnel. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est regarder un peu plus en détail de quels étaient ces risques légaux et juridiques. Donc, et ça, c'est ce qui est en fait présent donc en bleu juste en bas. Et on a vu que c'est vraiment, encore une fois, l'augmentation du reporting, de mettre ces informations, d'avoir une transparence vis-à-vis de ces informations qui forment le risque premier, donc 91%. Et ce n'est encore une fois pas surprenant car la SFDR, par exemple, rentre en jeu l'année prochaine pour une majorité de ses participants en Europe. Elle comprend le scope 1, 2, mais aussi 3. Donc, le 3 qui était supposé être optionnel à la base devient obligatoire aussi. Et ceci pose forcément d'autres risques. Moi, je pense que le réputationnel, surtout, joue beaucoup là-dessus parce qu'à partir du moment où on rend ces données transparentes et SFDR qui se base vraiment sur une transparence vis-à-vis des impacts des compagnies vis-à-vis de ça, surtout lorsqu'on verra ces tendances d'année en année, le fait que ce soit transparent mettra pas mal de scrutiny, de scrutin, je ne sais pas comment dire ça, excusez mon franglish, à ces organisations. Peut-être Loïs, si tu connais le scrutiny en français? Mal de focus, un regard appuyé. Un regard appuyé. Regard appuyé, c'est bien. Super. Donc maintenant, je vais juste passer au prochain slide, donc sur les risques physiques dans l'immobilier. Donc, pardon, juste avant, si possible, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais, donc juste encore une fois, les risques identifiés en Europe. Donc, on divise parmi les risques aigus en haut et les risques chroniques en bas. Donc, donc relatif vis-à-vis de la présentation de l'OID et de Sakina, on voit vraiment que beaucoup de risques, surtout en termes d'inondations, principalement, donc que ce soit des inondations dues aux crues des rivières ou des débordements de rivières, mais aussi des crues subites, sont les principaux risques identifiés, mais aussi des risques liés à la sécheresse et des températures extrêmes. Donc, comme dit, les slides vous seront présentés, donc vous pourrez regarder ça en plus de détails. Et en fait, tout ça pour venir au fait, donc oui, prochain slide, merci Loïs, que ces risques, donc que ces indicateurs liés au risque, à l'identification de ces risques, mais aussi l'impact de ces risques, vont désormais être scorés en 2023. Donc, comme vous pouvez le constater, donc en vert, chacun de ces indicateurs seront scorés de 0,5 points. Et je voudrais aussi surligner que pour pouvoir répondre à ces indicateurs, il faudra aussi nous faire provenir de l'évidence. Donc, il faudra pouvoir justifier les éléments sélectionnés à partir de ces indicateurs. Et en fait, on voit que dans l'aspect risk management, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des points d'autres indicateurs et on les a redistribués. Donc, l'aspect management de risque en lui-même reste à 5 points au total. Donc, tout ça, ça a été fait en interaction avec la Fondation Grèce. Donc, ça fait à peu près 1 an qu'on a travaillé là-dessus. Et ils pourraient avoir, donc c'était important pour eux qu'on puisse identifier et puis qu'on continue à encourager que ce genre de risque soit rapporté à Grèce. Et il pourrait y avoir des changements plus conséquents dans les années prochaines. Mais pour 2023, c'est ce qui va arriver. Donc, ça nous laisse au slide final vis-à-vis de tout ça. Donc, on a communiqué plusieurs documents qui sont aussi disponibles sur notre site qui expliquent plus ou moins le processus qu'on a eu d'engagement avec la Fondation Grèce. On a aussi expliqué un peu la méthodologie derrière cela. Donc, si vous voulez regarder, tout est en ligne. Et on a aussi des documents liés à tous les changements qui vont arriver en 2023. Donc, les changements sont notamment ceux qu'on vient d'exprimer, mais aussi la mise en place d'objectifs pour net zéro et aussi l'inclusion de police vis-à-vis de niveau social de la diversité homme-femme dans les compagnies. Donc, tous ces documents sont disponibles en ligne et
Et si vous voulez regarder, c'est là. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations. Juste petite précision que je te demande, implicitement tu viens de nous dire que tous les changements pour 2023 avaient déjà été arrêtés. Exactement, donc ils ont été publiés, ils sont tous disponibles en ligne. Et donc, voilà, donc les il n'y aura changements... pas de nouvelles surprises qui pourraient arriver en début d'année, parce qu'historiquement, il y avait souvent des modifications en début d'année qui arrivaient. Oui, en effet. Donc, comme j'ai essayé d'expliquer, c'était peut-être un peu rapide, mais maintenant qu'on a changé la dynamique, donc on est vraiment dans une période de consultation avec la Fondation, on a un peu changé les processus pour justement être sûr que tous les participants soient mis à jour le plus tôt possible vis-à-vis de changements éventuels pour la Fondation. Donc, les changements pour 2023 sont plutôt minimes, quelque part, parce que beaucoup de ces choses sont déjà rapportées dans la plupart des cas. Donc, on ne s'attend pas à un impact très grand, mais en effet, il n'y aura pas d'autres changements autres que ceux qui ont été communiqués donc la semaine dernière dans ces documents. Donc, il n'y aura pas de mauvaise surprise et on continuera l'engagement avec la Fondation à partir de très bientôt pour d'autres thématiques que l'on va adresser, notamment la diversité entre hommes-femmes, cette année, et notamment la performance. Donc, on va continuer à se focaliser aussi sur la performance énergétique et d'autres thématiques qui faisaient partie de notre engagement avec la Fondation. Ok. Je te remercie Aurélien, merci beaucoup pour ta participation. Je réponds aux questions simples sur l'embodied carbone des bâtiments dans le GRESB. Ils sont indirectement pris en compte dans la question materials pour tout ce qui est development. Pour ce qui est performance, je ne me rappelle plus. Tu as peut-être l'information, Aurélien, ou pas? Je ne sais pas. Tu es en mute. Ah, ok, c'est bon. Je ne sais pas. Je vais être parfaitement honnête. Je ne pense pas. Je pense en effet que c'est que dans development, mais je ne peux pas être sûr à 100%. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Louis. Je suis quasi sûr que c'est que dans development. Même l'audit carbone est pris en compte dans tout ce qui relève du développement. Après, sur le fait qu'il reste toujours des questions optionnelles en 2023, je ne sais pas non plus, mais je pense qu'il doit en rester peu si c'est le cas. Concernant la question qui a été posée tout à l'heure, oui, RAR a aussi été développé pour permettre de répondre à certains critères de la taxonomie européenne, notamment les critères qui demandaient à ce qu'à minima 2 scénarios du GIEC soient faits dans les simulations de risque. C'est ce que permet RAR, c'est pour ça qu'on a intégré les différents scénarios, et c'est pour ça aussi qu'on est passé au niveau européen, parce que aussi bien des acteurs européens extra-français que des acteurs français ont des patrimoines pan-européens. Donc, ils avaient besoin d'avoir une analyse basée sur des recherches scientifiques et académiques qui soient homogènes d'un pays à un autre et qui intègrent les nouveaux scénarios du GIEC qui ont été publiés en 2021. Voilà. Et donc, toutes les informations qui ont été présentées aujourd'hui, elles sont présentes sur le site du GRESB, qui n'est pas vraiment compliqué à trouver, et sur le centre de ressources de l'OID qui s'appelle Taloen. À partir de Taloen, vous avez accès à des centaines de ressources et aussi à l'outil RAR, r4re.fr. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Et le timing étant un peu passé de 5 minutes, je prie de m'en excuser. Je vous remercie pour votre participation. Toutes ces informations seront disponibles. Et pour ceux qui s'intéressent au sujet ESG, je vous donne rendez-vous le 30 septembre pour la conférence de présentation des pratiques ESG de l'industrie immobilière française, le baromètre de l'immobilier responsable en physique. L'adresse vous sera communiquée sous peu. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt.